Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Cosmicronix, un podcast qui ambitionne de proposer à nos auditeurs une autre façon de penser et de vivre l'astrologie, notamment dans son orientation psychologique et socioculturelle. L'astrologie, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui grâce à un outil millénaire et étonnamment pointu. Un outil, au demeurant, dont se sont servis bon nombre de grands esprits de l'histoire. L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie. En droite ligne avec l'épisode consacré aux États-Unis de la semaine dernière, aujourd'hui avec Léa, on a décidé de mettre l'accent sur les profils de Donald Trump et de Kamala Harris, profil astrologique bien entendu. Donc bien entendu. Vous retrouverez comme la semaine dernière les thèmes sur Instagram, donc l'Instagram de Cosmicronix, et ça vous aidera probablement à mieux comprendre ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc Léa, est-ce que tu peux commencer par nous présenter rapidement le thème de Donald Trump ? Oui, alors on va commencer par lui, parce que comme ça au moins ce sera fait, si je puis me permettre. Bon. Alors, Donald Trump est donc Gémeaux, donc il a le soleil en Gémeaux. Est-ce qu'on peut redonner la date de naissance de Donald Trump et puis son heure de naissance ? Donald Trump est né le 14 juin 1946 à New York, à 10h54 du matin. Voilà, donc ça c'est les coordonnées de naissance. Ce qu'on trouve dans le thème de Trump, donc si on reprend un petit peu la méthodologie de la dernière fois, sans rentrer dans les détails des 10 planètes, parce que sinon on en aura pour des années, mais si on se focalise sur le soleil et l'ascendant. Alors, parce que cet épisode se consacre à un autre thème qui est celui de Kamala Harris, je ne vais pas parler de la Lune cette fois-ci parce que sinon ça va nous prendre trop de temps. Et en tout cas, de toute façon, pour servir le propos de cet épisode, il suffira de parler déjà, vous allez voir, ça va nous éclairer beaucoup, du Soleil et de l'ascendant. Donc, Trump est Gémeaux avec un ascendant en Lion. Alors, ce qui est aussi frappant dans le thème de Trump, c'est que vous avez une petite planète qui ressemble au symbole de Mars, qui est d'ailleurs la planète Mars, mais qui ressemble du coup au symbole du masculin quand on prend les symbolismes féminin-masculin avec Mars et Vénus. Donc ici, le symbole de Mars est tout proche de l'ascendant. Vous le voyez à 26 degrés du Lion. Or, l'ascendant est à 29 degrés du Lion. C'est ce qu'on appelle une planète qui est conjointe à l'ascendant. Et ça va beaucoup nous donner d'indices quant à la personnalité de Donald Trump, de sa façon d'aborder les autres et le monde en général, et de la construction de son identité. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, simplement, je me permets de rajouter, Léa, c'est que, en fait, voilà, pour les auditeurs qui sont très novices en astrologie, si vous regardez le thème sur le compte Instagram, vous verrez qu'on peut découper un petit peu comme un carré, un thème astral, et c'est vrai qu'il y a énormément de planètes qui sont placées en maison, dans les maisons, on dit 10, 11, 12. Alors, même si on ne va pas donner la signification complète de ces maisons-là, mais c'est vrai que là, pour le coup, on se rend compte qu'il y a quand même un espèce d'amas de planètes. Absolument, ouais. Dans ce carré du thème, on va dire. Est-ce que ça aussi, c'est dans ce quartier du cercle. Ouais, alors, voilà, exactement. Oui, c'est vrai que les maisons 10, 11, 12, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait superficiel de survoler comme ça les maisons en si peu de temps. Mais en tout cas, c'est vrai que ce sont ce qu'on appelle les maisons les plus collectives du zodiaque.
tout simplement parce que la maison 10, comme on l'avait vu la dernière fois par rapport au Saturne en 10 des États-Unis, c'est une maison qui parle du statut social et de la carrière. Trump a son soleil, donc le centre de son moi et de son identité en 10. Étonnant. La maison 11. Alors la maison 11 en soi, c'est quand même une maison qui se porte à servir le collectif. Mais bon, ça peut tourner bien comme ça peut tourner mal. Mais en tout cas, c'est quand même un besoin d'exister dans une communauté d'intérêt plus large que sa propre vie privée, hein, ça c'est sûr. Et ça parle effectivement d'engagement pour le collectif. Alors, je m'arrêterai moins sur la maison 12 parce qu'on a seulement que 2 planètes là-dedans, dont Pluton, qui est une planète très, très collective. Donc, mais bon, quand même, ça reste une maison aussi qui parle du service au collectif, sur un autre plan plutôt de la foule, du peuple et du monde en général. C'est aussi la maison, et on y reviendra sans doute dans un autre épisode, de l'inconscient collectif. En tout cas, il y a effectivement une concentration de planètes dans la maison 10 et la maison 11, ce qui montre que Donald Trump, sans doute très tôt, s'est senti la vocation de briller, notamment avec l'ascendant Lion. Ça vient en rajouter une couche, et d'avoir... Bien sûr. D'avoir un statut social et une place dans la société visible et reconnue. Donc c'est le moins qu'on puisse dire, avec toutes les tours qu'il a construites. Déjà, il a bien réussi. Visible. Voilà, pour être visible, il est visible en tout cas. Qu'on aime le voir ou pas, il est visible. Alors, ce qui est intéressant surtout, moi je voudrais un petit peu me concentrer non pas simplement sur le thème de Trump, mais sur la façon dont le thème de Trump interagit, comme on en avait parlé la dernière fois, avec le thème des États-Unis. Le thème des États-Unis, oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astro, Trump, évidemment, a un thème extrêmement martien, tout simplement parce qu'il a Mars sur l'ascendant, donc Mars angulaire. Hein ? Donc, ça veut dire que déjà, l'énergie martienne... Encore une fois, ce n'est qu'une énergie. Elle peut, selon l'individu, se développer dans un sens positif, plus ou moins neutre. Enfin, la neutralité n'existe pas vraiment, mais très positif, négatif ou très négatif. Ça dépend, encore une fois, du niveau de conscience et du libre arbitre, hein, de chacun. Mais en tout cas, il a une consonance extrêmement martienne à son thème. Et il... a le maître de son thème. Donc le maître du thème, c'est la planète qui est liée à l'ascendant, c'est son soleil dans la maison 10. Donc il y a effectivement un besoin de reconnaissance sociale immense. Ça pourrait être pour la bonne cause. Sauf que quand on voit la personnalité de Donald Trump et qu'on voit son thème... On met les deux bouts côte à côte et on se rend compte que cette énergie-là est essentiellement utilisée pour servir son ego, sa vision des choses et sa fierté personnelle. Le Mars, quand il est... C'est très moi-je, en fait. Hein. C'est très lui. Et... Alors, c'est tout le mauvais côté du lion et le mauvais côté de Mars. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ça fait boule de neige parce qu'ici, on a... l'orgueil martien, le côté aussi, on y reviendra, très machiste de Mars, le côté j'ai besoin d'être le premier et j'écrase tout le monde parce que si je ne suis pas le premier, je n'existe tout simplement pas. D'ailleurs, pour Donald Trump, et ça fait écho direct à ce qui se passe actuellement dans la contestation des résultats des élections que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais vu de toute l'histoire de leur démocratie. Une histoire pareille, mais enfin, c'est l'idée que si je perds, si je ne suis pas le premier, si je ne suis pas le gagnant de la course, c'est comme si on m'annihilait, quoi. Mais c'est comme si je mourais sur place, parce qu'en fait, il y a une identification totale chez Donald Trump de ce Mars, de ce côté gagnant, conquérant,
guerrier, moi je suis le premier, et chez le lion qui brille et qui est reconnu et qui aime le clinquant et qui aime m'as-tu vu et tout ça, ça en fait est complètement imbriqué dans son sentiment d'exister en tant qu'être humain sur Terre, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est que ou pardon, pour le dire en des termes plus simples, c'est sa seule façon d'exister au monde. Il n'en voit pas d'autre. Faut pas oublier que le lion est un signe fixe. Alors ça peut être un très beau signe quand il est Oui, parce que c'est aussi un signe qui dénote aussi un certain leadership. Complètement. C'est le signe du roi, du leader, évidemment, du chef. Voilà, tout à fait. Exactement. Mais donc quand c'est bien employé, ça peut être merveilleux. C'est super. Quand les motivations sont celles de la bienveillance, de l'écoute d'autrui, de l'empathie, des idéaux, etc. Quand ça sert le moi et l'ego, ça devient dangereux parce que c'est un signe qui peut devenir très vite autoritaire, notamment avec Mars, violent. Et puis, il ne faut pas oublier que le lion, c'est un signe fixe, qu'on appelle fixe selon les modalités astrologiques. Donc, quand c'est convaincu de quelque chose, ça ne bouge pas vraiment de ses retranchements. On le fait pas changer d'avis. Donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Et chez Trump, de toute façon, l'idée qu'il est le premier ou qu'il doit être le premier semble être une évidence pour lui. Je ne sais même pas si c'est ce genre de personnes qui, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, jouent sur une surenchère de leur ego pour cacher une grande insécurité. Ici, on dirait que cet homme pense vraiment que c'est le best of the best. Oui. Et le côté, justement, je dirais, pour parler du soleil, du soleil qui est donc sous le signe des Gémeaux. Le Gémeaux, ça pourrait être un super signe aussi, parce que c'est finalement le signe des idées. Et de l'intelligence, et de l'intelligence mentale. Donc voilà, alors que là, on a l'impression qu'il est détourné dans le mauvais côté aussi du Gémeaux. Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Gémeaux, quelles sont les caractéristiques de ce signe ? Et je ferai d'ailleurs la transition après sur l'effet du coup de ce soleil en Gémeaux sur le thème des États-Unis, parce que c'est un peu là où je voulais en venir. Oui, alors, effectivement, on ne peut pas dire que Trump est complètement débile. On ne peut pas dire ça. C'est-à-dire qu'il est très habile. Et ça, c'est une des caractéristiques du Gémeaux. Il est habile avec les mots. Il sait manipuler par les mots. Il sait se rendre sociable. Il est, je pense, assez adroit homme d'affaires, même s'il ne le fait pas nécessairement via des moyens très éthiques ou honnêtes. Mais en tout cas, il sait se débrouiller et se faufiler là où il faut, quand il faut. Il est fin stratège. Il sait dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre au moment où ils ont envie de les entendre. Donc ça, c'est le côté du Gémeaux qui est au service du coup des intérêts personnels, notamment ici de Trump, et qui du coup manipule via le langage, via l'habileté intellectuelle, via des doubles discours, de parler de... Voilà, d'ailleurs, je veux dire, c'est quand même fort que Donald Trump utilise le moyen le plus Gémeaux qui soit, comme Twitter. Il parle tout le temps, il laisse des messages courts comme ça qui veulent tout et rien dire, et qui se contredit, je fais des anglicismes, excusez-moi, dans ces termes, parce que le Gémeaux, finalement, est un signe dans sa manifestation plus négative, assez duel. C'est-à-dire que c'est quand même les Gémeaux. On parle de quelque part... Oui, il y a deux effectivement, facettes. C'est un biface, quelque part, un signe à deux visages, et on montre le visage qui convient selon les circonstances. Donc on peut tout à fait se contredire et être complètement incohérent dans ses propos. Ça peut être très manipulateur. Donc, ça peut être il manipule très manipulateur, parce que c'est vraiment au gré des circonstances. C'est un signe mutable d'air, donc on dit aux autres qu'ils ont envie d'entendre pour arriver à ses fins.
C'est un côté très beau parleur aussi, très séduisant. Il est connu pour avoir séduit les femmes via son humour. Je ne sais pas s'il est très drôle comme ça quand on le regarde à la télévision ou qu'on l'entend parler, mais en tout cas, c'est quand même, je pense, son atout premier, c'est de savoir dire les bonnes choses au bon moment. Et il a des pouvoirs par la parole en fait, parce complètement, qu'il il va dire. Oui, je pense que ça c'est et puis c'est compulsif chez lui. Faut dire que ses tweets sont quand même devenus légendaires, légendaires. Et ça, c'est vraiment le côté du Gémeaux qui passe sa vie sur les réseaux sociaux, qui parle parfois pour ne rien dire, pour créer une sorte de brouillard. Et puis aussi, c'est mine de rien le communicant au sens large, c'est-à-dire que c'est aussi l'homme d'affaires habile qui arrive à signer des contrats intéressants parce qu'il sait, il sait être stratège, il sait déceler les bons moments pour s'allier avec des personnes, et qui sait d'ailleurs être très mondain. C'est un signe extrêmement habile. Donc l'habileté, comme on le sait, les méchants dans les films, ils sont habiles quand même. Ils ont pour eux l'intelligence. Bien sûr. Donc c'est pas nécessairement une intelligence qui sert des causes nobles, mais c'est une intelligence quand même. On ne peut pas lui enlever ça. Bien sûr. Et comment on peut donc mettre en parallèle, je dirais, la carte du ciel, le thème astral de Donald Trump avec celui des États-Unis ? Eh bien oui, alors du coup, effectivement, merci de ta question Mathilde, parce que c'est là que je voulais en venir. Le soleil de Donald Trump est donc à 22 degrés des Gémeaux. Ok, alors n'oublions pas que la dernière fois, nous avions vu sur le thème des États-Unis, que vous pouvez continuer à consulter sur la page Instagram de Cosmicronix dans le post de la semaine dernière, le Mars des États-Unis dans la maison 7 est à 21 degrés des Gémeaux. Donc, ce qu'on appelle en astrologie une conjonction, ça veut dire que le soleil de Donald Trump crée une conjonction avec le Mars des États-Unis, ce qui fait que le soleil de Donald Trump éclaire le principe martien, le Mars des États-Unis. Et comment ça se traduit, justement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il exacerbe, le personnage de Donald Trump exacerbe cette facette-là des États-Unis, c'est-à-dire la facette compétitive, la facette violente des États-Unis. Ça veut dire le port d'armes, le fait de faire sortir des milices armées dans la rue, d'encourager aussi un certain esprit de division. Et d'ailleurs, on peut quand même dire que le bilan du mandat de Donald Trump aux États-Unis a créé une division du peuple américain. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a les Trumpistes et les anti-Trump, et c'est clair maintenant. Alors c'est quelque chose sans doute qui existait avant, mais là c'est carrément cristallisé à un point de polarisation extrême. Et ça c'est l'énergie martienne qui se manifeste dans toute sa splendeur négative, parce que Mars, encore une fois, n'est pas que négatif. Quand on parle de toute façon de principes planétaires en astrologie, ce ne sont que des énergies. Comment cette énergie est utilisée, ça passe par le filtre de la conscience et de l'éthique de chaque homme qui l'utilise d'une manière ou d'une autre. Et du libre arbitre, effectivement. Je le répéterai toujours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, au vu de la personnalité de Donald Trump et de ce qu'il éclaire dans la psyché américaine, il est clair que le principe martien est mis en avant. Alors, qu'est-ce que fait Mars aussi, puisque Mars divise, Mars est le principe du guerrier, il crée des barrières, notamment le mur entre les États-Unis et le Mexique, qui a fait grande polémique, le fait d'encourager la violence, le fait de... qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ce Mars ? Effectivement, c'est aussi le principe de misogynie et de machisme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça se traduit comment ? Parce que c'est vrai que c'est quand même, chez lui, c'est quand même très exacerbé. Il y a eu beaucoup de scandales par rapport à ça.
Et donc ça, c'est aussi de l'énergie martienne, c'est-à-dire tout ce côté misogyne, macho. C'est le principe mâle par excellence, Mars. C'est pour ça que je parlais du symbole martien au début de l'épisode par rapport au symbole vénusien qui représente plus le féminin dans ce qu'il a dans sa force de compromis. Mars ne fait aucun compromis. Et parce qu'il ne fait aucun compromis, il sait se battre, il sait se séparer des autres quand il faut survivre, mais c'est sa survie à lui qui compte. Et c'est pour ça aussi que je pense à la compétitivité et l'esprit de compétition très fort aux États-Unis que Trump a encouragé, notamment par la coupe des impôts sur les sociétés en 2017 pour encourager d'autant plus l'ultralibéralisme. Il s'est posé aussi complètement en opposant à l'Obamacare, qui prend en compte l'autre et les besoins de l'autre. Mars ne prend pas en compte les besoins de l'autre, mais ses besoins à lui. Et donc, c'est un peu chacun pour soi. C'est l'ordre... c'est le désordre de la jungle. Et c'est l'idée du self-made man qui ne peut compter sur personne que sur lui-même. Et qui finalement n'a pas du tout envie d'être dans l'entraide, ce qui serait plutôt le principe vénusien, mais plutôt dans je ne me sers que moi-même et les autres sont mes ennemis. Oui, puis il fait un peu, moi à mon sens, c'est un petit peu aussi comme ça que je l'interprète, c'est qu'il a un côté quand même très enfant gâté, quoi, dans la manière dont il gère les choses, Donald Trump. Par moments, on a l'impression, c'est quand même le président des États-Unis, on a l'impression qu'il manque de maturité, quoi, sur certaines choses, par exemple sur ses tweets à l'emporte-pièce, sur le fait qu'à partir du moment où il est mis en difficulté, il est quand même extrêmement mauvais perdant, et dès qu'il a des remarques qui sont pas, qui n'approuvent pas, il va sortir, par exemple, il a extrêmement mal géré la crise du Covid, on sait qu'il y a plus de 200 000 morts aux États-Unis, il va mettre en cause l'OMS et il va sortir de l'OMS parce qu'en fait ça lui plaît pas et qu'il aime pas la gestion de la crise du Covid. Il fait la même chose sur les accords de Paris. Il y a un côté extrêmement impulsif de Donald Trump. Alors ça, effectivement, c'est Mars sur l'ascendant, oui, c'est complètement impulsif. Où on se dit que quand même, pour un chef d'État, il pourrait avoir un petit peu plus de diplomatie dans sa manière de gérer, mais pas du tout. Je pense qu'il en est profondément incapable d'être diplomate. C'est pour lui une incapacité structurelle. Ce Mars sur l'ascendant, ça fait l'enfant gâté qui demande sa potée tout de suite et maintenant, et sinon il pique une crise. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est l'enfant roi, avec cet ascendant lion et ce Mars en lion qui mon désir est premier, mon désir prévaut sur le désir de n'importe qui d'autre, et d'ailleurs mon désir est le seul à exister, je dirais même. Du coup, la façon aussi de se traiter les femmes, c'est dans la même ligne. C'est dans la même ligne, absolument. Et est-ce qu'il y a d'autres points entre le thème de Donald Trump et le thème des États-Unis dont on pourrait parler, ou pour toi c'est le point le plus frappant ? Non, il y en a, parce qu'il a quand même 3 planètes en Cancer et les États-Unis ont tout un stellium en Cancer. Et ça appuie le côté nationaliste, Make America Great Again, le côté très patriote, et qui parle d'ailleurs, Donald Trump a pour électorat notamment les plus patriotes des Américains. C'est pas dans les bastions démocrates des grandes villes américaines cosmopolites que se joue sa victoire. C'est dans l'Amérique dite profonde. Et ça, c'est effectivement le côté très cancérien dans son aspect négatif, je le répète, des États-Unis qui peuvent, comme on l'avait dit la dernière fois, être très protectionnistes et très conservateurs, et jusqu'au point... et on en parlera une autre fois, mais jusqu'au point d'être raciste. C'est tout le côté suprématie blanche, et puis le côté, encore une fois, très très violent de Mars qui est mis en exergue ici.
qui est complètement pour le port d'armes et pas touche à ma pelouse. Et ça, c'est effectivement le mélange de Mars et du Cancer. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est le côté défensif. Hein. Je pose des barrières et des murs pour ne pas me faire attaquer. Et puis le côté martien, c'est le côté offensif. Donc, qui a des armes, donc qui... Et d'ailleurs, on a vu quand même que les États-Unis sont devenus beaucoup plus violents ces dernières 4 années. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de beaucoup plus assumé. Mars est sorti dans toute sa mauvaise splendeur dans les rues américaines. Donc... Donc ça, c'est ce que Donald Trump sublime et véhicule. Voilà, la communication, la rencontre qu'il y a eu entre le peuple américain et Donald Trump se joue essentiellement dans cette rencontre des énergies martiennes et du coup violentes, misogynes, séparatistes, divisées pour mieux régner. Et il a fait un bon job dans ce sens. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et là, on va essayer on va se tourner vers le futur avec Joe Biden et Kamala Harris. On va commencer par Kamala Harris parce que c'est quand même sur elle que sont les projecteurs depuis l'élection de Joe Biden, mais même avant. Donc on peut peut-être aussi reprendre, comme avec Donald Trump, avec sa date de naissance et son heure de naissance. On mettra aussi son thème sur Instagram. Donc Kamala Harris est née le 20 octobre 1964 à 21h28 à Oakland, en Californie. Ce qui est intéressant, pour faire la transition entre Trump et Harris qui se détestent, mais je me permets quand même de faire la transition parce que c'est frappant, Kamala Harris a Mars en Lion également. Oui, mais oui. Comme Macron aussi. Voilà, il faut croire que si on veut faire de la politique, il faut tous avoir les Mars politiques. en Lion. Exagérons pas. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut forcément dire quelque chose. Hein. Disons quand même que pour survivre dans la jungle politique et de tout ce que ça suppose en termes de lutte de pouvoir et de devoir être le premier et de battre tous les autres et d'arriver à ses fins. De devoir avoir la lumière sur soi aussi. Et de rechercher effectivement le feu des projecteurs. Mars en Lion est quand même assez bien placé. Et puis il faut avoir un ego bien constitué et être assez sûr de son fait pour braver tous les obstacles qui sont mis sur votre chemin. Donc oui, effectivement, Kamala Harris a aussi Mars en Lion. Alors comment est-ce qu'elle l'utilise ? Ça, c'est une autre question. Mais enfin, elle a quand même, pour devenir sénatrice aux États-Unis, elle a quand même dû mobiliser des caractéristiques martiennes. De se battre beaucoup. Et puis aussi lutter dans un monde d'hommes, je pense aussi beaucoup, parce que Mars quand même reste une énergie très masculine. Même si les femmes, effectivement, ont un Mars dans leur thème, enfin, qui est souvent projeté sur les hommes, si elles ne l'intègrent pas. Et le fait que Kamala Harris ait son Mars en Lion, je pense qu'elle a dû en avoir bien besoin pour arriver là où elle en est. Donc ça, c'était marrant de le noter, mais évidemment, elle a utilisé aussi ce drive, parce que Mars, c'est notre motivation première aussi pour nous battre pour des causes qui nous sont chères. Oui. C'est l'action, c'est la force d'action et ce qui nous propulse à l'action. Et évidemment, dans son cas, ça sert des idéaux qui dépassent quand même un petit peu sa petite personne. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans le thème de Kamala Harris, c'est qu'elle a la planète Saturne qui est tout en haut de son ciel. À 28 degrés du Verseau, qui, comme j'en avais parlé par rapport à Trump, au soleil de Trump et au Mars des États-Unis, ici, le Saturne de Kamala Harris crée une conjonction avec la Lune en Verseau des États-Unis, qui est à 27 du Verseau. Et comme on en avait aussi parlé la dernière fois, la polarité américaine entre le côté hyper tolérant, égalitariste, chantre de la liberté pour tous, qui souhaite donner une égalité des chances à tous, etc., se porte presque en paradoxe vis-à-vis de tout ce côté cancer, protectionniste, isolationniste, conservateur, etc. Et ça, c'est le paradoxe des États-Unis qui est
manifestée par cette lune en Verseau. La lune en Verseau, grosso modo, c'est la statue de la liberté. Oui, c'est ça. Si on veut personnifier cette lune en Verseau. D'accord. Et cette statue, ou plutôt cette lune en Verseau, et rencontre le Saturne de Kamala Harris, qui finalement est un agent, Harris, de concrétisation de cet idéal. Saturne est une planète qui a énormément de fonctions dans un thème astral individuel, mais en astrologie mondiale aussi, elle peut se manifester de toutes sortes de manières. Or, ici, il est clair que ce Saturne en Verseau vient concrétiser, formaliser, rendre tangible, inscrire dans la matière un idéal extrêmement éthéré, qui est celui de la lune en Verseau, en air, qui est très très idéaliste et même idéal, et qui a du mal parfois à trouver une façon de s'intégrer au monde réel et à toute la complexité que cela suppose. Et donc elle vient révéler ça finalement. Elle vient révéler ça et la nécessité de l'incarner. Ouais. C'est vraiment la planète Saturne de l'incarnation dans la matière. C'est concret. Il faut construire avec Saturne. Donc c'est un agent de construction de cet idéal-là. Parce qu'elle est beaucoup décrite dans les médias comme une pionnière. Donc est-ce qu'on pourrait dire, parce que elle a été procureure générale de Californie, Kamala Harris, je crois que ça a été la première femme noire procureure générale de Californie. Donc, elle a quand même été pionnière dans beaucoup de choses dans sa carrière. Est-ce qu'on pourrait dire, au vu de son thème, que c'est une pionnière justement aussi en tout cas, qu'elle va incarner ça pour les États-Unis. Parce que Saturne est en Verseau. Alors, Saturne, c'est pas une planète très personnelle, mais puisqu'elle touche le milieu de son ciel, ça devient un point très personnel. Et du coup, ça devient une planète personnelle, comme je parlais tout à l'heure du Mars angulaire de Donald Trump sur son ascendant. Donc, Saturne en Verseau, c'est quand même une femme de loi qui incarne sa carrière via une fonction de législature. Donc, elle a quand même été formée comme avocate. Et oui, tout à fait. Voilà. Donc, elle utilise effectivement son métier pour servir les droits fondamentaux des États-Unis qu'elle formalise via son métier. C'est ça qui est intéressant avec Saturne en haut du ciel, c'est-à-dire que c'est aussi le point de la vocation et de la carrière, et que Saturne, c'est aussi l'homme ou la femme de loi, et c'est le droit qui est en Verseau, donc pour servir effectivement une égalité commune et la tolérance pour tous. C'est quand même des idéaux effectivement très libertaires et égalitaires, et ça c'est frappant dans le thème de Harris. Il y a aussi le fait qu'elle a sa lune, dont on avait parlé la dernière fois par rapport à la lune des États-Unis. Elle, Kamala, a sa lune à 27 degrés du Bélier. Et effectivement, alors dans la maison 11, dans une maison très collective, la maison du Verseau, qui sert des idéaux collectifs, et le Bélier, c'est quand même le principe du pionnier, celui qui ouvre la voie. Oui, mais c'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est effectivement très fort chez elle, surtout que, pour ceux qui s'y connaissent en astro, le Soleil et la Lune sont en opposition parfaite dans son thème, donc c'est un axe extrêmement important chez elle, un axe vital, d'utiliser ses compétences pour servir une cause collective qui lui est très chère et très personnelle. Et je pense qu'elle utilise aussi cette énergie combative. N'oublions pas que le Bélier a pour planète maîtresse Mars. Donc ce Mars en Lion, il sert aussi cette lune qui est là pour servir le collectif en maison 11. Et qui ouvre la voie. Alors c'est marrant parce que la lune, c'est aussi le principe féminin par excellence. Donc c'est comme si l'idée qu'une femme ouvre la voie pour le collectif vers quelque chose d'inédit et de nouveau est littéralement notée ici par cette lune en 11 à 27 degrés du Bélier. Et on peut aussi parler de son soleil, puisqu'elle a son soleil en Balance, je crois, qui est un signe aussi d'égalité, finalement. Donc Alors, qui a des idéaux de justice, effectivement, mais qui surtout, à mon sens, est
aussi très très fine diplomate. Il faut savoir que la balance, c'est le signe de la diplomatie. On en avait parlé avec Saturne en balance la dernière fois. Oui, Saturne en balance. C'est vrai que le mélange ici du soleil en balance et de la lune en bélier vient trouver son point d'équilibre dans un combat ardent pour une cause qui lui est chère, qui la touche via la Lune, parce que tout ce qui concerne la Lune vient toucher l'individu dans son émotionnel profond. Dans son émotionnel. Mais elle peut y mettre les formes et la méthodologie et la stratégie qu'il faut avec ce soleil en balance pour le rendre entendable et viable dans la sphère collective. Je crois aussi que la balance, je crois que les énergies de la balance, ce sont aussi des énergies des personnes qui ont besoin d'avoir un impact dans le monde, je crois, qui sont assez ambitieux socialement, c'est-à-dire qui ont besoin de Enfin, tu me dis si je me trompe, mais non, ça serait pas l'impact dans le monde. C'est pas la balance. Enfin, c'est pas le. La balance est un signe cardinal, certes, donc elle initie, mais c'est loin de ressembler à l'ambition du Lion ou du Capricorne. Oui. On n'en est pas vraiment. C'est pas un signe ambitieux en tant que tel. Ça dépend d'autres facteurs dans le thème. Plus peut-être d'un côté plus humaniste. C'est un signe très idéaliste, mais c'est pas nécessairement un signe ambitieux. Il est trop concerné par le regard et l'approbation des autres pour se poser en tant que... Oui, il n'est pas assez autonome, en fait, pour... Oui, pour essuyer le refus, quelque part. Pour essuyer l'échec, le refus et l'opposition. Il a tant besoin d'être aimé que c'est compliqué de se démarquer des autres pour pouvoir réussir et monter en haut du sommet. Ce n'est pas vraiment son but principal. Mais effectivement, c'est un signe cardinal. Donc, ce qu'on dit de la balance, c'est que c'est une main de fer dans un gant de soie. Et effectivement, elle est beaucoup plus stratège, énergique et... diplomate aussi. Alors, très, c'est le signe de la diplomatie, mais elle est aussi très... elle est beaucoup plus proactive qu'elle n'en a l'air. Mais elle y met tellement l'effort, mais elle s'adapte tellement, un peu pareil que le Gémeaux, parce que c'est des signes d'air, donc ils utilisent beaucoup, de façon assez différente, mais ils utilisent beaucoup quand même l'outil du langage et de la séduction pour arriver à leur fin. Et la balance, quand elle sort ses armes de séduction vénusienne, ça peut faire mal. Voilà. Merci beaucoup Léa pour tes éclairages. On arrive un petit peu à la fin de l'épisode. On n'a pas vraiment parlé de Biden. On peut peut-être juste faire un petit topo rapide sur Biden, toi qui connais son thème. Alors moi tu l'as sous les yeux. Donc il est né le 20 novembre 1942 à Scranton, je crois, à 8h. Voilà, à 8h30 du matin. Non, moi, ce qui m'a frappé, en fait, dans le thème de Biden, c'est qu'il a énormément de planètes en maison 12. Et il est très marqué du Scorpion. Ouais, très. C'est surtout ce que j'ai retenu. Bon, on connaît un petit peu son parcours parce qu'il a quand même été le vice-président d'Obama pour ses 2 mandats. Mais moi, ce qui m'intéressait justement chez Biden d'un point de vue astrologique, c'est que pour moi, c'est vraiment l'emblème si on peut appeler ça comme ça, mais du Scorpion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours, qui a eu beaucoup de crises personnel et professionnel dans sa vie et qui a réussi à renaître en fait de ses cendres comme le phénix. Et c'est quand même l'emblème du Scorpion, c'est aussi la résilience. Tu me dis si je me trompe, Léa, hein, mais complètement, oui. Mais voilà, c'est quand même l'histoire d'un homme qui était bègue quand il était petit, donc qui s'est entraîné à force de réciter des poésies devant son miroir et qui est devenu quand même un orateur. Pour être homme politique, il faut quand même savoir parler. Donc voilà, qui a eu plein de problèmes personnels et professionnels. Il a eu un double anévrisme cérébral, je crois en 1987, mais
20 ans après, il s'est remis dans la course pour la Maison Blanche, ça l'a pas arrêté. C'est un homme qui a perdu sa première femme et une de ses filles dans un accident de voiture. Voilà, tragiquement. Plus tard, qui a perdu en 2015 un de ses fils d'une tumeur du cerveau. Voilà, et qui n'a jamais cessé de renaître, en fait. Il est devenu vice-président d'Obama, et puis maintenant, il est président des États-Unis. Donc, c'est l'emblème pour moi du Scorpion. Ouais, ce qui est intéressant aussi, oui, alors le bon côté du Scorpion, c'est qu'en fait, fondamentalement, il est extrêmement résilient, et s'il se bat pour une cause qui lui tient à cœur, il se bat jusqu'à la mort quasiment, je dirais ça, mais rien ne l'arrête, et c'est vrai qu'il s'est tout à fait allé au bout et au fond des choses. Ce qui est frappant dans le thème de Joe Biden, c'est que toutes ces planètes sont en maison 12, et j'avais dit tout à l'heure que c'était la maison la plus collective du zodiaque. C'est aussi un peu la maison entre guillemets, du sacrifice de l'ego pour une cause qui est plus grande que la sienne. Et j'aimerais quand même souligner le fait que Joe Biden ne comptait absolument pas se porter candidat aux élections présidentielles qui viennent de passer. Il avait pris sa retraite, il avait servi son pays depuis ses 30 ans avec beaucoup de sérieux, et puis il a quand même été pendant 2 mandats vice-président d'Obama, il a été sénateur dès ses 30 ans, enfin je veux dire, il avait fait son service public, si je puis dire. Ce qui est sûr, c'est que quand il a vu ce qui s'est passé à Charlottesville en 2017, les manifestations néo-nazis de suprématisme blanc, où il y a eu des Noirs qui sont morts durant ces manifestations-là, c'est là qu'il s'est dit qu'il faut que quelqu'un tienne tête à Donald Trump, parce que ça ne pouvait plus continuer de la sorte, et c'est là qu'il, entre guillemets, a sacrifié sa retraite bien méritée, pour revenir dans la course politique qui était loin d'être gagnée d'avance, puisque quand il a commencé à faire ses premières campagnes, la majorité des Américains, et même d'ailleurs beaucoup de démocrates, se moquaient un petit peu du vieux Joe qui revenait comme ça à la charge, alors que c'était un vieil homme qui était dépassé et qui n'avait plus le charisme ni l'énergie d'être président des États-Unis. Et alors voilà, c'était très 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 loin d'être une partie gagnante, et contre toute attente, la résilience et la détermination à toute épreuve du Scorpion de Joe Biden. On a l'impression qu'il lâchera jamais rien, quoi. C'est énorme, oui. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment cette volonté-là, tellement chevillée au corps, qui a transformé tous les pronostics en une victoire. Oui. C'est incroyable. L'énergie du Scorpion, dans sa pureté, elle transforme la matière, et elle la mute pour en faire une autre réalité, une réalité complètement alternative. Et c'est vrai qu'il était loin d'être parti pour devenir le combienième président des États-Unis. Je sais plus. Il faut que je En tout cas, c'est vrai qu'il en était vraiment loin. Non, et puis ce qu'on peut dire, c'est que aussi par rapport, je pense, à l'administration Trump, là, on va assister vraiment à un duo, en fait, à la Maison Blanche. C'est-à-dire que on va vraiment assister à un duo Biden-Harris, alors que Trump, c'est vrai qu'il gouverne. Enfin, on a l'impression qu'il était tout seul et qu'il gouvernait tout seul, quoi. Alors que là, Biden, on sent que Kamala Harris va être vraiment, vraiment extrêmement importante pour lui, et que finalement, ça va être... on va avoir vraiment d'ailleurs, je pense qu'il a vraiment fait son choix de façon extrêmement éclairée, réfléchie. Ouais, ça c'est sûr. Et puis peut-être que Harris va venir aussi créer une sorte de complémentarité avec Biden, qui est très dans le service à son pays de façon certes ardente, mais très compassionnelle. Je ne pense pas que Kamala Harris est autant, même si elle a plein de cordes à son arc, mais je pense que c'est une personnalité qui a moins de compassion et d'hypersensibilité et d'empathie que Joe Biden, et auquel cas elle peut être un peu plus rude et un petit peu plus impitoyable, ce dont on a besoin aussi
aussi quand on se trouve face à une opposition telle de la moitié d'une Amérique qui ne veut pas de vous. Et donc pour rétablir effectivement une unité du pays, ce qui est loin d'être une tâche la tâche va être difficile, c'est sûr. C'est vrai que c'est ces deux personnalités qui ne se ressemblent pas vraiment, mais qui se complémentent très bien. Oui, tout à fait. Les beaucoup Léa. J'espère, avec plaisir. Et on espère vraiment que cet épisode vous a plu et vous a un peu plus éclairé sur les thèmes, les thèmes de Donald Trump, Joe Biden et Kamala Harris. En décembre, on vous proposera 2 épisodes. Donc, on a dit qu'on ferait un épisode maintenant un petit peu tous les 15 jours. Donc, on fera un épisode, je crois, Léa, sur la grande conjonction dont tu nous avais parlé dans le premier. Cette fameuse grande conjonction dont tout le monde parle et qui n'est pas si désastreuse que ça du tout. Voilà. Je fais un spoiler, mais ne craignez rien. Le monde ne va pas s'arrêter le 21 décembre prochain. Voilà, donc un premier tout ne fait que commencer. Un premier épisode en décembre sur la grande conjonction et puis un deuxième sur les énergies 2021. Je pense que tu pourras nous en dire un peu plus. Ça sera pas mal. Ça fera du bien entre les fêtes là pour faire un peu le point sur déjà ce qui nous est arrivé depuis un an en tant qu'humanité. Je pense que c'est bien aussi j'ai vu beaucoup dans les réseaux sociaux un rejet profond de l'année 2020, comme s'il fallait l'oublier et la rayer des calendriers. Je ne sais pas personnellement si c'est la meilleure façon d'utiliser à profit ce qui nous est passé. Voir ensemble qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette année qui a été si difficile et si confrontante, mais d'en faire quelque chose plutôt que de vouloir la réduire et la mettre aux oubliettes. Mais bon, ça, je pense que c'est capital d'intégrer toutes les expériences de nos vies individuelles, mais aussi de l'histoire pour en faire quelque chose de porteur et non pas de vouloir les enfermer dans un petit placard et de vouloir les oblitérer, parce que finalement c'est la meilleure manière de faire en sorte que ces énergies reviennent de plus belle si on n'en fait pas quelque chose. Voilà. Donc faire un petit peu cette transition, voir comment se joue cette transition entre 2020 et 2021 et qu'est-ce que 2021 nous invite à solliciter dans nos vies privées, dans nos vies professionnelles, dans nos vies de citoyens du monde, et puis aussi qu'est-ce qui se joue aussi en termes de géopolitique pour comprendre un petit peu comment comprendre et faire sens de ce chaos qu'on a l'impression de vivre et qui a sans doute un ordre caché. Voilà. Mais tout à fait. Et on découvrira tout ça ensemble. Et n'hésitez pas, et je vous le redis, à nous envoyer un petit message sur notre page Instagram Cosmic Chroniques s'il y a des thèmes que vous voulez voir abordés l'année prochaine, l'année 2021. Parce qu'on est vraiment toujours à l'écoute des thèmes et des questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas. Absolument. En tout cas, on vous dit à très bientôt en décembre pour un nouvel épisode de Cosmic Chroniques. Bonne soirée, bonne journée. À bientôt.